Good evening, everyone. I'm Martin Colthorpe. Bonsoir à tous, je m'appelle Martin Colthorpe, je suis le directeur des programmes pour le Festival international à Dublin. Ce soir, nous allons souhaiter la bienvenue à Jakuta Alikavasnovic et aussi à notre ami Sinead Gleeson, avec nos partenaires, la Villa Gilet à Lyon. Je voudrais dire un très grand merci à Lucie Campo, le directeur de la Villa Gilet, ainsi que toute son équipe. Merci d'avoir travaillé avec nous sur cet événement. Sinead et Jakuta vont être en conversation ce soir avec Cliona O'Riordan, qui est écrivain et également professeur d'anglais à l'Université de la Sorbonne à Paris. Si vous avez envie d'acheter les livres, vous pouvez aller sur notre site et vous pouvez visiter également notre site web pour les bibliothèques. Merci pour tout le soutien que nous avons reçu de la part de l'Irlande et également merci à nos sponsors principaux, la ville municipale à Dublin et le Conseil des Arts à Dublin. Donc, s'il vous plaît, souhaitez la bienvenue, si vous le voulez bien, à Jakuta Alikavasnovic, Sinead Gleeson et également à Cliona O'Riordan. Bonsoir, bienvenue à la Villa Gilet. Nous sommes ici à Lyon pour le festival Littérature Live avec la romancière Jakuta Alikavasnovic, qui est l'autrice de L'Avancée de la nuit, publiée aux éditions de l'Olivier. Jakuta est née à Paris. Jakuta est née à Paris et a grandi entre les langues, mais elle a fait du français sa langue d'écriture. Et à Dublin, pour le International Literature Festival, nous parlerons avec Sinead Gleeson, autrice de Constellations, publiée chez Picador, et en France, chez Quai Voltaire. Sinead est écrivaine, journaliste, et travaille en ce moment sur un roman. Si nous sommes ici ce soir, c'est aussi parce que le livre de Jakuta vient d'être publié chez Faber. Le voilà. Sous le titre Night as it Falls, traduit par Jeffrey Zuckerman. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le livre de Sinead vient de faire sa apparition chez Quai Voltaire, traduit par Cécile Arnaud. Donc la première question que je voudrais vous poser, c'est quel est l'effet pour vous d'être traduit, de savoir que vos livres ont trouvé leur voie dans une autre langue. Peut-être à vous d'abord, Jakuta. Bonsoir à tous. Bonsoir, je suis très contente d'être là, merci. Quel effet ça fait? Mais enfin, ça fait une joie folle de voir ces livres dans d'autres langues. Et peut-être surtout en anglais, surtout pour deux raisons. La première, c'est que les choses changent, mais elles changent encore lentement, peut-être trop lentement au goût de certains, dont peut-être je fais partie, mais enfin l'anglais reste la langue privilégiée de diffusion pour la littérature sur la scène internationale, et que pour les écrivains non anglophones, enfin ou non anglo-scribes, dont je fais partie à ce jour, c'est un peu le Graal, c'est quelque chose dont on plaisante beaucoup entre nous. Ça, c'est la première raison, c'est la raison la plus banale. La deuxième, c'est que j'ai une histoire d'amour, moi, personnelle, avec la langue anglaise, que j'ai apprise, que j'ai aimé apprendre, que j'ai voulu apprendre, que j'ai désiré apprendre, et dont je vous parlerai un peu plus tard, sans doute. Et Sinead, le fait d'être traduit en français, qu'est-ce que cela vous a apporté? Alors, moi aussi, je suis absolument ravie d'être traduite en français. Moi, j'ai étudié le français à l'école et chose très intéressante, la première dissertation qui existe dans Constellation est fixée en France. Il s'agit d'un voyage d'école pour se rendre à Lourdes. Moi, à l'époque, je pensais que j'allais être guérie. À l'époque, j'étais très, très croyante. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et donc, ça veut dire énormément de choses pour moi que d'être publiée en France, en français, à cause de cet essai, ce travail que j'avais fait à l'époque. Et c'était vraiment le morceau de travail qui m'a fait comprendre que peut-être que je pourrais écrire tout un livre
de dissertation, mais je pense que pour tous les écrivains, on aime être lu dans son pays natal, le pays où on vit, mais je pense qu'il est très important également que des personnes d'autres ethnicités, d'autres pays lisent nos œuvres. Nous, les écrivains, on n'écrit pas uniquement pour les personnes dans le pays autour de nous, on écrit pour un public global. Donc, on veut vraiment que tout le monde puisse se connecter vis-à-vis de notre travail. Et c'est ça qui est possible grâce à la traduction. Et peut-être qu'on peut commencer par vous demander à toutes les deux de lire pour qu'on puisse vous entendre dans vos propres langues. Yakuta? Je prends un paragraphe tout à fait au hasard. Voilà. Elle s'était inventé un compagnon. Voilà pourquoi on l'avait renvoyé. Un ami imaginaire comme il y en a tant, tout ce qui lui avait tellement manqué. Appelons-le Paul, si tu veux, avait-elle dit à Paul, qui plus tard se demanda combien de fois elle avait raconté cette histoire, comme cela, au lit, sous la douche, et combien de fois elle avait changé le nom de cet homme qui n'existait pas, en accord avec les circonstances de son récit. L'autre Paul, le premier Paul, pensa Paul, avec un sentiment d'irréalité, était apparu à la gare. Merci, Yakuta. Sinead, pourriez-vous nous lire un extrait, s'il vous plaît? Alors, avec plaisir. Moi, je vais lire un tout petit peu de ce premier essai. Cela s'appelle « Les collines bleues et les eaux ancrées ». Lorsque la Vierge Marie est apparue devant Bernadette, elle a révélé qu'il y avait de l'eau sous Lourdes. Ces eaux sont censées être capables de guérir et ces eaux sont ensuite mises dans les bains. À l'extérieur, il y avait une structure en dur où il y avait des femmes qui guidaient les paysans pour que les paysans rentrent dans l'eau. Et à mon tour, je suis rentrée dans une salle noire. Une femme m'a demandé d'enlever mes vêtements et m'a donné un linceul blanc, un linceul humide. Ce bain ressemblait en gros à un gros trou en pierre. Et tout en bas, j'avais l'impression que cela ressemblait à un utérus. Le pouvoir de ces espaces, que ce soit en chair et en os ou que ce soit de la pierre. Merci beaucoup, Sinead. Yakuta et Sinead, vous parlez beaucoup des corps des femmes dans vos travaux, et à commencer par les cheveux, en fait. On a les cheveux qui sont coupés, les cheveux magnifiques qui sont coupés, qui restent derrière. Et Sinead, elle parle des fois où elle s'était fait raser la tête à plusieurs reprises. Et je me demandais si vous voulez me parler de ce rapport d'abord aux cheveux et puis ensuite peut-être au corps. Yakuta? J'ai presque envie de vous les montrer, du coup. Le personnage d'Amélia, dans l'avancée de la nuit, se coupe les cheveux, enfin se tond les cheveux, enfin je ne sais pas exactement, elle se coupe les cheveux très courts, toute seule dans sa salle de bain avant de partir, avant d'abandonner comme ça sa vie. Ses cheveux sont cette vie qu'elle laisse après elle. Oui, les cheveux, parce que c'est pas la première fois d'ailleurs, parce que j'ai écrit un autre livre où il y a une fausse blonde, et alors il y a des pages et des pages sur l'histoire de la blondeur, parce que la blondeur est un pouvoir, d'où sa désirabilité, ou l'inverse d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas ce qui vient en premier. Les cheveux comme une partie du corps qui à la fois à nous et déjà plus tellement à nous. Moi je me souviens quand j'étais enfant, les gens me touchaient les cheveux sans me demander s'ils pouvaient ou pas le faire, ça me rendait dingue. Et comme une partie de soi qu'on abandonne aux autres, ou alors qu'on abandonne tout court. Oui, je pense que Sinead, vous dans votre livre, vous parlez du fait que les cheveux sont déjà morts en fait. Et vous nous expliquez que la première fois que vous avez demandé à vous tondre les cheveux, que c'était chez un barbier et que le barbier vous a refusé. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Ah oui, avec plaisir. Oui, ce barbier, il a refusé parce que j'étais une gamine, j'étais une adolescente, et il a dit non, 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 on ne coupe que les cheveux des hommes. Et donc, moi, j'ai dû quitter ce barbier et aller trouver quelqu'un d'autre qui voulait bien me couper les cheveux. Mais j'avais 15 ans, j'étais encore à l'école et j'avais plein, plein de problèmes à l'école. Mais c'était à cette époque-là que Sinéad O'Connor, la chanteuse, est devenue très, très connue en Irlande. Et elle n'avait pas de cheveux, elle était chauve. Et donc, on m'a comparée avec elle. Mais j'ai une dissertation dans le livre sur les cheveux. Et il me semble que je dis qu'il y a 3 F par rapport à la façon de juger les femmes et les cheveux. Et on peut parler de la fémininité, de la capacité à les baiser. Et puis, il y a un troisième. Et il y a tellement de choses dans la Renaissance, dans l'art, au sujet de la représentation des femmes. Et même, par exemple, quand j'avais le crâne rasé, les gens présumaient des choses quant à ma sexualité, quant à mon identité vis-à-vis du genre. Il y a tout un tas de choses que les gens présument en fonction du type de chevelure que vous avez, en fonction de votre apparence. Est-ce que vous avez les cheveux courts ou les cheveux longs? Mais c'est très, très drôle. Moi j'avais oublié que ces années-là, volontairement, j'enlevais mes cheveux. Mais plus tard, à d'autres moments dans ma vie, j'ai eu de la chimio. Et bien sûr, à un moment donné, les cheveux tombent. Et les cheveux ne tombent pas en une fois, mais par paquet. Et c'est une toute autre expérience. Et je pense qu'avoir la possibilité de raser sa propre tête, c'est très, très bien. Mais ça contraste avec le cancer, où les cheveux tombent alors qu'on a surtout envie de les garder. Vous voyez, ce sont deux expériences très polarisantes. Et vous parlez tous les deux dans vos livres respectifs également de la maternité, de la gestation, des grossesses. Dans le cas de votre héroïne, elle quitte son enfant, elle l'abandonne. Et c'est plus tard que cette fille va retrouver sa mère et qui va lui en vouloir. Est-ce que la maternité est quelque chose qui est central dans votre œuvre? Central dans ce roman-ci, oui, mais pas dans mon œuvre, non. Presque la première fois que j'écris sur des mères. Et c'est pas très étonnant que ce qui m'est le plus intéressé finalement dans cette question de la maternité, c'est le tabou qui entoure encore les femmes qui ne veulent pas être mères ou qui ne veulent plus être mères, qui est peut-être encore plus compliqué que de ne pas avoir d'enfants, se dire bon, en fait, ma vie n'est pas là, et de se donner cette liberté qui est, encore une fois, jugée extrêmement transgressive, presque scandaleuse, presque obscène, de se dire mais je renonce à ce qu'on appellerait le devoir maternel. Et pour vous, Sinéad, vous écrivez sur la maternité, vous écrivez sur les épreuves de votre corps et comment la maternité a été j'ai envie de dire, un don presque inespéré. Ah oui, vous avez absolument raison. Parce que moi, par exemple, je n'avais pas prévu spécifiquement de parler de la maternité, de ce que c'est que d'être une mère, mais au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis rendu compte que le corps prenait le dessus. Je parlais beaucoup de ce que c'est que d'habiter dans un corps, et moi, personnellement, j'ai eu ce problème de la hanche, et je me suis rendue à Lourdes, et ensuite j'ai eu une leucémie et beaucoup de chimio, et j'aurais pu être infertile, et malgré tout, coup de bol, j'ai pu avoir un enfant, alors qu'on m'avait dit, ça va être très, très difficile à cause de votre hanche et parce que vous avez eu beaucoup de chimio. Donc, moi, je me suis dit, ce n'est pas logique que de raconter l'histoire de mon corps et de la maladie sans parler du fait que j'avais eu des grossesses assez compliquées. Et oui, je pense réellement la maternité, c'est quelque chose qui peut être valorisé, mis sur un piédestal. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui font ça de façon très ordinaire. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. On n'a pas envie non plus que les mères deviennent des saintes. Mais ce qui m'a frappée, c'est qu'en parlant des mères qui sont devenues des saintes et en parlant des mères qui ont abandonné leurs enfants, c'est que dans les deux livres, on retrouve le personnage ou la figure de Susan Sontag. Susan Sontag est citée, elle apparaît à Sarajevo dans votre livre. Et vous aussi, Sinéad, vous citez Susan Sontag, qui a eu cette impulsion, qui s'est préservée, qui a voulu aller de l'avant et investir dans ses études. Et
qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Pourquoi elle figure dans les deux livres? Ça m'a vraiment intriguée. Jakuta. Oui, c'est vrai, je pense que, enfin, vous l'avez compris, mais mon livre est un roman. Le livre de Sinead est plutôt un récit, une série de récits, très beaux d'ailleurs, que je vous encourage à lire. Et c'est presque vertigineux de la lire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes comme ça qui se retrouvent, ou de petits reflets qu'on retrouve d'un livre à l'autre. Ça m'a beaucoup plu, pour cette raison-là aussi, de le découvrir, ce livre Constellation. Et quant à Suzanne Sontag, donc dans ce roman qui est L'avancée de la nuit, qui se passe dans une assez large mesure à Sarajevo, qui est la ville d'où vient la famille de ma mère, qui a été le siège, enfin qui a été le lieu du siège le plus long d'Europe pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Je parle de Suzanne Sontag, puisque Suzanne Sontag, comme d'autres intellectuels, va en fait dans cette ville en guerre, dans cette ville qui est assiégée, dont tout le monde essaye de partir, et certains veulent y aller. Elle y va parce que c'est une pacifiste convaincue, elle y va parce que c'est une figure intellectuelle internationale, et elle y va pour monter une pièce de théâtre, pour monter dans Sarajevo assiégé, en attendant Godot, qui est une prise de position politique pour dénoncer l'inaction, l'inactivité de la communauté internationale. Et moi, ça m'est resté, cette histoire. Moi, je suis née à Paris, mais j'ai grandi dans les deux langues, comme vous l'avez joliment dit, Cliona. Et cette histoire m'est restée puisqu'on tenait le registre de qui y allait, qui prenait position, comment. Une partie de ma famille était encore là-bas. On était très inquiets, évidemment. Donc Suzanne Sontag, par cet engagement-là, et par cette présence-là où je n'étais pas, mais où une partie de mon cœur était d'une certaine façon à cette époque-là, est devenue une figure qui m'est chère, avant même que je la lise. C'est ensuite, évidemment, par ses travaux et ses écrits qu'elle a pris de l'importance pour moi, mais à ce moment-là, dans ma préadolescence, ma petite adolescence, c'est comme ça que Suzanne Sontag devient une espèce de figure tutélaire dans notre famille, mais enfin, comme d'autres d'ailleurs. Et après, en la lisant, j'ai découvert la puissance et l'unicité de sa réflexion. Quelqu'un qui a réfléchi et écrit de façon incroyable sur le monde moderne, le monde pré-contemporain, et qui nous accompagne encore aujourd'hui. Et c'est aussi comme ça que j'ai découvert que, apparemment, cette pièce de théâtre qu'elle a montée à Sarajevo, et qui m'a tellement captivée en imagination quand j'étais toute jeune fille, apparemment cette pièce était très mauvaise, et quelqu'un a même écrit que les pauvres habitants de Sarajevo, sous les bombes, c'était vraiment la double peine que de leur infliger ça. Et j'ai eu un moment de recul, comme si on avait égratigné une statue sainte. Voilà l'importance qu'elle a. Votre Bernadette à vous, d'une certaine façon. C'est un peu ma Bernadette à moi, exactement. Et pour vous, Sinead, que représente, je sais que c'est les écrits sur la maladie que vous citez, mais que représentait la figure de Susan Sontag? Alors, il y a un certain nombre de choses qui m'ont vraiment frappée, pas simplement parce que j'ai découvert ce qu'elle avait fait à Sarajevo. Pour moi, j'ai surtout découvert qu'elle écrivait de façon très, très différente sur le corps et sur la douleur et sur la maladie. Et en gros, lorsqu'on commence à écrire sur sa propre vie, on s'interroge, on se dit, mais est-ce que quelqu'un va être intéressé par ma vie? Est-ce que ça vaut le coup de parler de moi, de mon expérience, de mon vécu? Et Sontag, pour moi, c'était vraiment la personne qui ne voulait pas parler d'elle-même. Elle parlait d'elle-même, mais elle disait qu'elle n'avait absolument pas envie de le faire. Et on sentait dans ses écrits qu'elle essayait par tous les moyens possibles de s'enlever de la page. Mais dans Constellation, j'écris beaucoup aussi sur l'art, sur les artistes, sur ces artistes qui ont eu un impact sur moi. Et Frida Kahlo, par exemple, c'est quelqu'un qui peut peindre la douleur, exprimer la douleur, alors que c'est quelque chose qui ne peut pas s'exprimer normalement. Et même à travers la
photographie, et je parle de Joe Spence, le photographe dans le livre également, ce sont des personnes qui m'ont montré qu'on peut voir la douleur autrement, on peut réfléchir la douleur autrement. Et je dois dire que Susan Sontag, elle a un esprit comme nul autre. Et si on donnait n'importe quel sujet à Sontag à l'époque où elle écrivait, elle aurait été capable d'écrire des choses très, très exceptionnelles. Elle a une voix très, très singulière. Si quelqu'un lit une phrase qui a été écrite par elle, en général, j'arrive à la reconnaître. Et tous les écrivains ne sont pas capables de le faire, mais elle en était capable. Ce qui me frappe en vous écoutant, et vous y avez fait allusion, Jakuta, c'est que vous avez parlé du fait que vous avez écrit un roman et que Sinead a écrit une suite d'essais, mais qu'en fait, on ne se pose pas la question du genre là. On a l'impression que dans les deux cas, on est face à la littérature et que cette espèce de ligne infranchissable entre fiction et non-fiction est quelque chose qui maintenant est de plus en plus dilué. Est-ce que c'est votre impression? Est-ce que vous avez l'impression que cette ligne de partage n'existe plus? Oui, j'ai l'impression que, et tant mieux d'ailleurs, je m'en félicite, et j'en ai d'autant plus l'impression que j'ai écrit de la non-fiction, moi, pour la première fois de ma vie, là, et que je me suis rendu compte qu'en termes de travail, c'était la même chose, c'était exactement la même chose que d'écrire de la fiction plus... j'aime pas le mot traditionnel, parce qu'il y a plein de façons d'être ou de ne pas être traditionnel dans la fiction, mais en tout cas, en termes de travail d'écriture, travail de phrase, travail de sonorité, aucune différence. Et pour vous, Sinead, vous avez l'impression que cette frontière s'efface? Oui, effectivement. Et moi, le travail que j'aime lire et le travail en général, vous n'allez pas le trouver juste dans un département de la librairie. Moi, j'aime les œuvres, les livres qui sont hybrides, qui intègrent plusieurs formats. Constellation sur la page peut ressembler à tout un ensemble de dissertations, mais il y a des choses qui ressemblent aussi à des poèmes. Et ça, c'est quelque chose que j'aime, ça, c'est quelque chose qui m'attire. L'un des écrivains que j'aime le plus, c'est Annie Ernaux. Elle fait exactement ça dans son travail. On ne sait pas forcément si ce qu'elle écrit est un roman ou quelque chose qui ressemble à une non-fiction. Souvent, elle tire des choses de sa propre vie, mais on ne sait pas si c'est un roman ou si c'est autobiographique. Et je trouve que souvent, c'est le cas lorsque l'œuvre est écrite par une femme et pas par un homme. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Ça, c'est vraiment vous mettez le doigt sur quelque chose que je pense qui nous interpelle, cette notion de la femme qui souffre, à la fois fiction ou non-fiction, ou comme vous venez d'évoquer la question de la poésie. Et je pense que quand je lis, par exemple, vos textes, Jakuta, ou comme vous venez de mentionner, les choses que vous avez écrites sur The McGill Levels of Pain, cette question-là me frappe parce que je sais qu'en termes de poésie c'est classé comme étant de la non-fiction, alors que ça me semble être peut-être la chose la plus fictive ou la plus puissante. Quelle part joue cette poésie de la non-fiction, parce que vous le mentionnez à plusieurs reprises, dans ce roman et dans ce personnage? Oui, il y a un personnage qui est, et encore une fois, pour revenir sur l'artificialité des frontières, dans ce roman L'avancée de la nuit, il y a des tas de choses, de fragments, de phrases ou de paragraphes, parfois plusieurs pages, dont la matrice, en fait, c'était quelque chose de beaucoup plus autobiographique, ouvertement, pour moi, donc, et qui ont ensuite été retravaillés et redirigés dans la fiction, notamment l'activité du personnage de la mère d'Amelia, une femme qui s'appelle Nadia Adair, qui donc va à Sarajevo et qui est poétesse, qui écrit de la poésie documentaire, et qui veut arrêter la guerre en trouvant les mots justes pour la dire, pour en dire toute l'horreur, pour en dire... Je pense que c'est le rôle de la poésie que de cela, et que si la guerre continue, c'est forcément qu'elle n'a pas su trouver les mots qu'il fallait, qu'il faut écrire encore, qu'il faut aller encore plus loin dans l'horreur presque, puisque la poésie, c'est quand même
un art qui, contrairement au journalisme, ne nous laisse pas en dehors. C'est une façon de vous attraper et de vous mettre dans cette position qui est la position la plus inconfortable et donc la plus intéressante qui soit en lecture. Vous êtes à la fois le sujet et l'objet. Il arrive des choses, vous faites arriver des choses par votre lecture, vous les subissez aussi presque physiquement, et ça c'est toute la question des rythmes, de la prosodie, de la respiration qui est au centre de la poésie, par quoi elle se distingue, je trouve, des autres formes écrites qui tendent, en fait, plus une forme est excellente, plus elle tend vers la poésie, d'une certaine façon, je trouve. Mais encore une fois, c'est mon petit panthéon à moi de sainteté. Toujours est-il que cette femme qui écrit de la poésie documentaire et qui pense qu'elle n'arrive pas à bien écrire puisque la guerre continue, est inspirée de ma mère, qui est poétesse et qui a eu un engagement, pas exactement celui-là pendant la guerre, mais un engagement très fort aussi, et des choses comme ça, des prises de position au carrefour du poétique et du politique, et encore une fois, la grande poésie, je pense, est politique, toujours, d'une façon ou d'une autre, qui m'ont beaucoup marqué. Donc oui, encore une fois, voilà, je ne sais plus sur quoi portait initialement la question, si ce n'est que je suis en train de faire le panégyrique de la poésie. Donc je vais m'arrêter là. Ce qui est toujours bien. Et pour vous, je pense que vraiment, même en termes formels, Sinead, ces courts textes que vous avez écrits sur le McGill, pardon, Pain Levels, ça m'a vraiment frappée. J'ai l'impression que ce sont des poèmes. Ou des poèmes en prose. Je suis entièrement d'accord avec Jakuta. Je pense réellement qu'il faut un don très spécifique pour être poète. Je ne pense pas posséder ces compétences, je ne pense pas posséder ce don. Mais ce qui m'a intéressée, parce que ce McGill Pain Index, ce sont 23 morceaux basés sur 77 mots médicaux pour exprimer la douleur. Et plutôt que d'écrire une dissertation là-dessus, je me suis dit que cette approche concise me conviendrait très bien et que je pourrais peut-être compacter un peu plus la chose et que cela aurait peut-être plus d'impact et que cela aurait plus de musicalité aussi et peut-être plus j'ai des parties du livre où il y a de l'humour et je me suis dit il me faut une partie légère dans mon livre et quand les gens me demandent si ce sont des poèmes, je leur dis je considère que ce sont plutôt des micro-dissertations parce que je n'oserais pas dire que je suis poète. Je connais des poètes et je pense qu'il faut mieux maîtriser la langue, il faut une certaine maîtrise de la langue et j'imagine que pour les traducteurs, c'est l'horreur de traduire ce genre de choses parce que chaque mot veut dire quelque chose de très, très précis. Chaque mot peut vouloir dire une chose ou 10 choses dans un poème. Et c'est pour ça que c'est une façon très, très nuancée que d'écrire. Je pense que vous êtes très modeste, Sinead. Je pense que là, je pense que peut-être que là, c'est le féminin qui ressort, parce que je pense que les extraits sont tout aussi puissants que des poèmes de tout autre homme poète. Et cette idée de l'écriture féminine revient à une autre grande figure que vous mettez en tête de livre, une figure française, Hélène Cixous, où vous parlez du rire de la méduse et vous avez une citation d'Hélène Cixous en tête de livre. Cette notion d'une écriture féminine, je cite une autre écrivaine irlandaise, Darren Grief, qui dit « Ceci est un texte féminin, this is a feminine text ». Est-ce que ça a un sens pour vous, Sinead? La réponse est oui, cela a vraiment du sens pour moi. Parce que moi, j'ai publié 4 anthologies et 2 ont été écrites par des femmes. Et j'ai fait cela parce que, par le passé, en Irlande, on avait tellement d'écrivains masculins. Donc, quand on prenait des anthologies en Irlande, il n'y avait quasiment jamais de femmes qui avaient écrit dedans. Et vraiment, pour moi, écrire, c'est soit bien, soit mauvais. Mais pourquoi est-ce que cela devient genré? Cela m'intéresse. Lorsque les femmes écrivent sur le sexe, les relations, les corps, on considère que c'est personnel. Or, lorsque les hommes écrivent là-dessus, on considère que c'est global, que c'est politique, qui parle de la condition humaine. Je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi on met un d'un côté et l'un de l'autre côté en disant vous avez une niche et vous avez une écriture globale et très, très important. Et ça m'a beaucoup embêtée et
j'écris souvent dessus. Souvent, on peut trouver 2 dissertations, l'une écrite par un homme, l'autre par une femme, et on ne va jamais dire que c'est une dissertation personnelle si c'est l'homme qui a écrit, mais c'est toujours le cas quand c'est la femme qui a écrit. Je pense que bon nombre de choses ont changé, mais il y a vraiment une certaine façon de genrer la littérature. Il y a un certain sexisme. On dit qui raconte les histoires importantes et qu'est-ce qui fait que ces histoires sont importantes. Et je pense que les histoires domestiques sur la vie dans un foyer, je ne vois pas pourquoi ces histoires sont moins importantes simplement parce qu'elles ne sont pas écrites par un homme. Est-ce que c'est votre expérience? Est-ce que vous avez l'impression qu'on prête plus d'attention aux écrivains masculins? Je ne suis pas sûre que ça relève de mon expérience personnelle. Je pense qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour voir la façon dont l'écriture, quand elle a été dite féminine, ça a été toujours, au moins au début, pour la minimiser, pour la remettre du côté des histoires des bonnes femmes. Et de temps en temps, on retrouve ça, parce qu'on a fait des choses ont évolué, d'autres pas, ou pas assez vite, et on retrouve ça, c'est-à-dire que c'est très drôle. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sinead, parce qu'il arrive très fréquemment qu'un homme qui parle, par exemple, de son divorce, touche à quelque chose d'universel. Pas d'occidental, pas de masculin, pas de bourgeois, parce que c'est souvent des histoires aussi très... dans certains milieux sociaux. Hein. Non, là, on touche à l'universel. Une femme, bon, elle peut toucher à l'universel, mais avant, il va falloir éviter l'écueil de l'histoire de bonne femme, l'écueil de l'hystérique, la castratrice folle, et puis ensuite, peut-être au bout du chemin, quelque part, il y a... qui sait l'universel. Donc voilà, je ne peux évidemment qu'être d'accord avec Sinead. Et ça me fait penser, vous savez que nos musées ici en France ont rouvert mercredi dernier. Et donc j'y suis allée, on a tous communié. La religion est très présente ici, mais pas de la façon dont j'aurais imaginé. Donc on est allé, et la première expo que j'ai été voir après tous ces mois de fermeture, c'est une très très belle expo au Centre Pompidou, qui s'appelle « Elles ont fait l'abstraction », sur ces femmes qui ont été pionnières de l'abstraction. Et l'expo s'ouvre sur une citation que quelqu'un a dite à propos de la très grande artiste que fut Lee Krasner. Et la citation, c'est « Ces toiles sont tellement belles, sont tellement fortes, qu'on ne pourrait pas deviner qu'elles ont été faites par une femme. » Magnifique. Magnifique. Ça nous ramène à la question de l'art et de la fonction de l'art, et surtout de l'écriture pendant cette période que nous avons vécue. Je mets ça au passé composé, en espérant que ce serait bientôt prétérit. Mais je pense que ce qui nous a nourris pendant cette période de la pandémie, c'est l'art. Ce sont les livres, les essais, la poésie, les films, la musique. Et je pense que dans vos 2 livres, vous réfléchissez toutes les 2 à la fonction de l'art et à la fonction de l'art, je pense, dans le sphère politique. Est-ce que vous avez l'impression que, pour vous, il y a une dimension politique à votre travail aujourd'hui d'artiste? Sinead. Absolument. Vous savez, le travail doit dire quelque chose, et le travail doit dire quelque chose qui m'est important. Et très, très souvent, j'aborde une dissertation très progressivement. J'ai ma petite idée de quoi il va s'agir, mais tant que je n'ai pas commencé à nager dans l'écriture, je ne sais pas de quoi il va s'agir. Assez tard, dans Constellation, par exemple, même cette semaine, je dois dire que cela fait 3 ans que le 8e amendement en Irlande a été rejeté au départ et ensuite a été voté pour légaliser l'avortement en Irlande. Il y a quand même énormément de personnes qui n'ont pas accès à l'avortement. Et à l'époque où moi j'écrivais le livre, je me suis dit non, si j'écris sur les femmes, sur les corps, sur la religion, sur la politique en Irlande et sur les difficultés pour les femmes parce que l'avortement est interdit, je me suis dit je ne peux pas ne pas écrire sur ce sujet. Et donc je pense que c'est la partie la plus politique du livre. Mais je trouve qu'écrire sur le fait
d'être une patiente, le fait d'avoir de la douleur, tout d'un coup, on est sans pouvoir. Et moi, j'avais envie d'écrire là-dessus. Et vous savez, j'ai participé à des festivals mais où tout le public est constitué de médecins. Et je leur ai dit, il faut dire à tout le monde que la médecine, c'est quelque chose où il y a un système de classe. Tout le monde ne peut pas se payer les interventions qu'il faut. Et personnellement, j'ai eu un certain vécu où certains médecins ont été pas terribles. Et j'avais l'impression que c'était parfois parce que j'étais une femme. Et ainsi, j'ai mon idée parfois de ceux pour qui la médecine est destinée. Donc, on peut dire que je parle de façon politique ou liée au corps, liée à la médecine. Et si on me demande de quoi je parle, surtout du féminisme ou de la maladie, mais je pense que je parle surtout de l'empathie et de la politique, effectivement, qui s'applique à toutes les parties de notre vie. Merci. Et est-ce que dans votre travail aussi, vous avez l'impression que vous utilisez votre art à des fins politiques? Très longtemps, je vous aurais dit non. Et maintenant, je vais vous répondre oui, sans doute, oui, même plus que sans doute, parce que je pense que quiconque se met, en l'occurrence, à sa table et puis écrit pendant des jours, voilà, le fait parce qu'elle a quelque chose à dire, elle ou il a quelque chose à dire, et avant même d'avoir quelque chose à dire, je crois que ce qui pousse, ou moi ce qui me pousse, c'est l'idée, l'espoir, même si c'est un espoir un peu fou et un peu naïf et un peu quichotesque, mais l'espoir qu'on va changer quelque chose au monde. Et c'est à la fois complètement fou et naïf et quichotesque et tragique, parce que c'est l'espoir de cette femme, de cette poétesse du roman, de l'avancée de la nuit, puisqu'évidemment, ce qu'elle essaye de dire au monde, le monde le sait déjà, et simplement le met à distance. Elle essaye de combler cette distance, et les gens font comme s'ils ne savaient pas ou comme s'ils n'y pouvaient rien. Donc oui, je voudrais changer quelque chose, tout petit quelque chose dans le monde, et changer le monde, ça commence par changer quelque chose dans le regard, je pense, ou dans les émotions de la personne qui va vous lire, qui va trouver là quelque chose, qui va... les meilleurs moments quand on lit, c'est quand on se dit « Ah, oui, cette douleur-là, cette peine-là, cette joie-là, je l'ai éprouvée, mais je ne savais pas que c'était ça, peut-être. » À partir du moment où on se sent moins seul, à partir du moment où les mots viennent traduire quelque chose qui est de l'affect, je pense que c'est déjà politique, et d'une grande façon. C'est cette même notion d'empathie dont Sinead nous a parlé tout à l'heure. Oui, et qui est centrale et qui a été si souvent négligée et rabattue sur le féminin. L'empathie, la question à défaut, on n'a même pas de mots, puisqu'on utilise le mot anglais en France, le care, les métiers du care, ce qui en dit assez long quand même sur l'estime que l'on a pour cette occupation, qui n'est pas une occupation, qui est qui l'est, c'est des métiers, c'est du soin, etc. Mais on a tellement mis ça à distance qu'on est obligé d'utiliser le mot anglais maintenant pour se réapproprier cette idée-là de façon collective et politique. C'est quand même assez intéressant. Mais nous revenons donc à la langue, à cette idée des notions qu'on n'arrive pas à trouver dans une langue, donc le care par exemple. Et j'étais frappée aussi, Sinead, dans votre livre, par exemple, vous avez parlé de mots en gaélique, vous avez parlé de Bealtaine Bui, cette fête celtique, comme s'il n'y avait pas d'équivalent en anglais de cette fête, qu'il y a des langues et des concepts qui sont reliés entre elles. Est-ce le cas? Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'on ne peut pas dire cette idée de Bealtaine, de Lunace, de Imbolc, par exemple, ce sont les termes qui constellent votre livre aussi, et qu'on ne les trouve pas en anglais?
Ah oui, tout à fait, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est ce qui pose problème pour les traducteurs. Par exemple, quand j'intègre les mots d'argot, les mots du coin, et ma traductrice Cécile, qui est absolument merveilleuse, elle m'a écrit des petits mots pour me poser des questions, mais c'était surtout lié au pronom. Si je parlais d'une amie ou d'un prof, elle voulait savoir, s'agit-il d'un il ou d'un elle? Mais j'ai des citations de la part d'Anne Carson, qui est un écrivain très très connu, qui écrit de la non-fiction et de la poésie, et elle fait de la traduction aussi. Et elle, ce qu'elle dit très souvent, et je cite, c'est qu'il y a quelque chose qui est très très attractif lorsqu'on trouve quelque chose qu'on ne peut pas traduire, un mot qui devient silencieux dans la traduction. C'est-à-dire qu'il y a certains mots qui sont intraduisibles. Et c'est très drôle parce que Naomi Lefebvre, qui est un écrivain français, une Française que j'adore, je ne sais pas quel est le titre en français, c'est la pièce bleue, si je traduis approximativement, mais sa traductrice à elle met une liste de mots derrière, et les deux, l'auteur et la traductrice, étaient en désaccord par rapport à certains mots, et en gros, il y a des mots où elles ont eu des discussions, elles n'arrivaient pas à trouver une solution qui convenait aux deux, et donc il y a eu la liste des mots, elles n'étaient pas d'accord sur la traduction. J'adore ça, j'adore le fait qu'il puisse rester un mystère autour de certains mots. C'est ça qui est amusant. Et honnêtement, si notre travail n'était pas traduit en français, si tout le monde en Irlande et en Angleterre ne lisait que de l'anglais et inversement en France, je pense que le risque pour nous tous, c'est que toute la littérature qu'on lirait se ressemblerait beaucoup trop, et ce serait nul pour l'écrivain et pour les lecteurs aussi. Oui, mais ce qui est merveilleux, c'est que vous écrivez dans vos propres langues et que nous avons envie de vous lire. Donc, je vous encourage, lecteurs, auditeurs, d'aller acheter les livres Constellations de Sinead Gleeson et L'avancée de la nuit, et que Jakuta va vous retrouver pour le public ici en librairie, et elle sera très contente de répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous et à toutes. Très bonne soirée. Merci Cliona, merci beaucoup. Merci Sinead. Merci Sinead. Merci. Merci.